Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir de vous retrouver ici. On a beaucoup parlé F1 sur mon compte Instagram via quelques petits réels que j'ai postés dernièrement. Ça a bien marché, ça vous a plu, mais là il s'est passé tellement de choses sur ces deux premiers Grands Prix de la saison de Formule 1 2026 qu'il est vraiment temps d'approfondir un petit peu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous embarque. Aujourd'hui, on va aborder 4 grands sujets. On va évidemment commencer par la nouvelle réglementation. Pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place, qu'est-ce qu'elle apporte et comment ça se passe. Ensuite, on va un peu parler de comment ça se passe pour les teams et les pilotes, qui s'en sort le mieux et qui galère. Troisième sujet du jour, le duel Mercedes versus Ferrari, il y a vraiment des choses intéressantes à analyser là-dedans. Le dernier sujet est à la fois excitant et inquiétant. On va parler des écarts dans le peloton. Est-ce que vous avez remarqué que Kimi Antonelli, en gagnant à Shanghai, quand il passe la ligne, il a plus d'un tour d'avance sur la moitié du peloton qui termine le Grand Prix. On attaque tout de suite avec la réglementation 2026. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Simplement parce que c'est la plus grande révision de réglementation technique de l'histoire de la Formule 1. Jamais on n'a autant chamboulé le sport d'un point de vue technique que ce qui s'est passé entre 2025 et 2026. Lorsqu'on parle de la réglementation 2026, il y a deux grands sujets sur lesquels la F1 s'est concentrée. Le premier, c'est l'aérodynamique des voitures. Pourquoi? Simplement parce que c'est cette recherche d'aérodynamique extrême et incroyablement poussée qui a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où les F1 ne pouvaient plus se suivre à moins de 2 secondes et demie, 3 secondes l'une de l'autre, sans détruire complètement leurs pneus et leur appui aérodynamique. Plus une Formule 1 développe de l'aéro, plus elle génère du dirty air. Et le dirty air, ça perturbe la voiture derrière. Le but de cette nouvelle réglementation, c'est simplement de réduire l'aéro. On a réduit les ailerons, on les a grandement simplifiés. On a fait un système qui permet d'avoir une aérodynamique active, c'est-à-dire qu'en ligne droite, et l'aileron avant et l'aileron arrière bougent pour avoir une plus grande vitesse de pointe et moins de résistance dans l'air dans la ligne droite. Mais par contre, dans toutes les parties sinueuses, il y a une position de ces ailerons qui est la position virage et qui permet d'avoir un peu plus d'appui dans les lignes droites. Un peu plus, mais quand même drastiquement moins que les années précédentes. Et ça, on l'a bien senti, d'abord parce que les voitures sont plus lentes, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas spécialement à cause de la power unit, on va y venir juste après, mais simplement, les vitesses de passage en courbe vont être grandement inférieures parce qu'on a beaucoup moins d'appui aéro. Même au niveau du fond plat, il a été complètement simplifié pour générer beaucoup moins de dirty air, et on l'a vu, ça veut dire que les voitures peuvent se battre beaucoup plus proches l'une de l'autre. Le deuxième aspect clé de cette nouvelle réglementation, la motorisation. Clairement, c'est ce qui a fait le plus grincer des dents. Ça nous fait pas plaisir de voir les F1 qui sont à fond en bout de ligne droite et qui perdent 40 km/h de vitesse de pointe parce que la voiture se met en mode régénération. Pourquoi, du coup, est-ce qu'on est allé quand même dans cette direction? Eh bien simplement parce que la F1 en a besoin. Ce n'est plus un sport de multimillionnaires, multimilliardaires qui s'amusent entre eux et qui est complètement fermé au grand public. Au contraire, aujourd'hui, la F1, c'est un sport qui développe de nouvelles technologies pour le parc automobile de demain. Cette nouvelle motorisation est beaucoup plus en ligne avec ce qui se passe dans les laboratoires de développement des plus grandes marques automobiles du monde. On y reviendra plus tard dans la conclusion de cette vidéo sur mon opinion et comment les choses peuvent encore évoluer. On en arrive à la deuxième partie de cette vidéo, qui s'en sort le mieux et qui galère. Au niveau des teams, c'est pas compliqué. On a vu que Mercedes est clairement en avance. Je pense que c'est ceux qui ont le mieux développé leur power unit et leur nouvelle aérodynamique. Ferrari arrive à faire de la figuration parce que je crois qu'ils sont très bons au niveau du châssis de leur voiture, mais clairement il va falloir continuer à développer la partie motorisation. On a des teams qui galèrent, comme par exemple Williams, Aston Martin. On a Alpine qui a été un peu décevant sur le premier Grand Prix, mais qui par contre a fait un très beau résultat avec Pierre Gasly à Shanghai. On va voir aussi qu'il y a des teams qui vont mieux s'en sortir sur un circuit que sur l'autre, et ça c'est aussi un des aspects de cette nouvelle réglementation. Au niveau des pilotes, c'est hyper intéressant parce que là, clairement, il y a un aspect mental qui rentre dans le game. Les pilotes sont en contrôle de la manière dont ils utilisent leur puissance. Ils sont aussi en contrôle de l'aérodynamique active, c'est-à-dire que c'est eux qui décident quand ils déclenchent les ailerons en mode ligne droite. Dès qu'ils appuient sur le frein, les ailerons se remettent en mode virage, mais ils peuvent aussi appuyer sur un bouton et faire repasser la voiture en mode virage. Et là, je crois qu'il y a un vrai challenge pour les pilotes au niveau de la gestion stratégique dans une bagarre en peloton, de dire quand est-ce que j'utilise ma puissance, quand est-ce que je prends le risque d'ouvrir l'aéro, quand est-ce que je prends le risque d'attaquer un pilote au freinage, et surtout, est-ce qu'il peut pas me redépasser dans la ligne droite d'après si j'ai plus de puissance, et si mon aéro n'est pas suffisante pour me sauver. Dans ces conditions, il y a deux approches différentes, et on le voit très bien dans le paddock.
Il y a des pilotes qui vont se dire bah ça rend les bagarres quand même beaucoup plus interactives, on peut se rapprocher de beaucoup plus des voitures autour de nous, donc c'est assez cool. Ils le voient d'un point de vue positif, et même si il faut encore s'adapter à plein de choses, et même si tout n'est pas parfait, qu'ils se disent ouais mais au final on comprend pourquoi on va dans cette direction-là, et ça va donner des choses positives. Je pense par exemple à un Lewis Hamilton qui clairement a l'air de revivre avec cette nouvelle réglementation. À l'opposé de ça, pour prendre un autre champion du monde, je vais prendre Max Verstappen. Alors attention, j'attaque pas du tout Max, un des plus grands talents que la F1 ait jamais vu, et un incroyable pilote. Mais Max dit depuis des années qu'il n'en veut pas de cette réglementation. Ça fait des années qu'il dit que ça va être un fiasco et qu'il n'aime pas la direction que prend la F1. Il l'a dit, il a son opinion et je la respecte tout à fait. Mais du coup, on voit que par rapport à la domination qu'il a eue sur ses équipiers les années précédentes et la façon dont il arrivait toujours à tirer son épingle du jeu, parce que pour lui, dans sa tête, c'est un winner, et il ne peut pas se battre en fin de peloton. Et bien ici, cette année, je trouve qu'on le voit quand même un peu plus en retrait. Clairement, on voit que l'état mental d'un Max Verstappen en ce début de saison 2026 et le début de saison 2025, où il n'avait pas la meilleure voiture du plateau non plus, c'est complètement différent. Il est beaucoup moins dans un état d'esprit fighter où il se dit « Ok, j'ai peut-être pas la meilleure voiture du plateau, mais par contre, je peux quand même aller faire des podiums, je peux aller gagner des grands prix parce que je suis Max Verstappen. » Cette année, on l'entend quand même beaucoup critiquer tout ce qui se passe et tout ce qui a été modifié, mais au final, c'est les mêmes règles du jeu pour tout le monde, et je pense que, encore plus que d'habitude, l'aspect mental de la F1 va être déterminant pour cette saison 2026. J'en viens à la troisième partie de cette vidéo, la bagarre entre Mercedes et Ferrari. Alors, je ne vais pas vous parler de la bagarre technique, parce que très clairement, Mercedes a un avantage, on verra si Ferrari revient dans le game. Mais par contre, j'aimerais bien vous parler de l'aspect line-up de ces deux écuries de pointe qui vont se battre pour le championnat du monde des constructeurs cette année. On l'a vu l'année dernière, McLaren a fait le choix de ne pas avoir de pilote numéro 1 et ça a failli leur coûter très cher. Chez Mercedes, on a George Russell qui est clairement positionné comme pilote numéro 1 de l'équipe et Kimi Antonelli qui est là pour apprendre et pour amener des points à l'équipe, mais qui reste quand même pilote numéro 2. Pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Quand on entend George Russell parler de Kimi Antonelli, même quand il le fait après que Kimi ait gagné à Shanghai, c'est presque paternaliste, quoi. C'est très ouais, il a fait du bon boulot tout le week-end. Il en parle un petit peu comme il parle d'un petit frère. Donc, il est clairement dans une position que lui considère comme dominante par rapport à son équipier. Chez Ferrari, c'est pas du tout la même chose. On a un Lewis Hamilton qui est 7 fois champion du monde de Formule 1, mais qui clairement, quand il est arrivé chez Ferrari en 2025, s'est éteint. Ça a été horrible pour lui la saison dernière, il a été complètement dominé par Charles Leclerc, qui, en plus d'être un excellent pilote, est le petit prince chez Ferrari, qui est là depuis des années et qui, même s'il n'est pas champion du monde, est considéré par tout le monde comme un pilote qui en a le potentiel et qui devrait déjà avoir 1 ou 2 titres à sa ceinture. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait chez Ferrari? Si là maintenant, on a un Hamilton et un Leclerc qui sont capables de marquer des gros points, de faire des podiums, éventuellement de gagner des grands prix, comment ça va se passer pour la gestion du championnat du monde? Dans le passé, chez Ferrari, il y a toujours eu un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Ça a créé des énormes scandales à l'époque de Schumacher et Barrichello, par exemple. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on va déterminer qui est le numéro 1? Est-ce qu'on va dire à Lewis Hamilton, qui est 7 fois champion du monde, qui doit se back-off par rapport à Charles Leclerc parce que c'est lui le petit prince de la Scuderia? Ou est-ce qu'on va dire à Charles Leclerc, qui est là et qui a passé toute sa carrière chez Ferrari à développer la voiture et à être impliqué dans la Scuderia, non, mais en fait, maintenant c'est Lewis qui est pilote numéro 1. Moi je pense qu'ils vont se retrouver dans une situation un peu comme chez McLaren, où ça va être difficile de donner des instructions à leurs pilotes, surtout quand la bagarre pour le titre va s'intensifier. En début de saison, c'est facile, l'enjeu il est encore trop loin, donc on peut dire à un pilote, pour le bien du team, laisse passer parce qu'on n'est pas sur la même stratégie, machin, etc. Mais quand on va arriver dans les points qui comptent mentalement beaucoup plus vers la moitié de saison et la fin de saison, ça va quand même être très difficile de garder ces deux pilotes sous contrôle. Alors je me demande, entre Mercedes et Ferrari, lequel des deux va le mieux s'en sortir dans la gestion de ces pilotes? Je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à suivre, surtout dans la deuxième partie de saison. Allez, j'aborde déjà la dernière partie de cette vidéo, les écarts de performance, et surtout les écarts à l'arrivée du Grand Prix. À Shanghai, Kimi Antonelli passe la ligne d'arrivée avec plus d'1 tour d'avance sur la moitié du peloton qui passe la ligne. Il met 57 secondes d'écart à Olivier Biermann qui termine 5e du Grand Prix. C'est énorme. Ces écarts-là, ils sont inquiétants. Pourquoi c'est inquiétant? Eh bien simplement parce que c'est la F1 qu'on ne veut plus voir. Cette F1 où il y a un team qui domine et qui peut rouler en mode cruise control, qui gère toute sa course et qui se laisse pas trop embêter par les autres, qui prend des tours à la moitié du peloton. On l'a déjà vu cette F1-là et elle est barbante.
Ces écarts, ils sont inquiétants. Par contre, quand on regarde un petit peu, on a plusieurs pelotons dans le peloton. Donc on a clairement Mercedes et Ferrari, même si Ferrari reste un petit peu en décalage. Et puis on va avoir un deuxième peloton de la 5e position à la 12e environ, je dirais, où on va retrouver des teams comme Red Bull, McLaren, Racing Bull, Haas, Audi et Alpine. Alors, c'est difficile de dire exactement où se situe Alpine par rapport à Haas, etc., parce que là, c'est très très proche en fait dans ce deuxième peloton, et c'est ça qui est encourageant pour la suite, c'est que là par contre on voit qu'il y a de vraies bagarres. On les voit pas spécialement assez à la télé, dans le montage de la F1, parce qu'on s'est beaucoup consacré à la bagarre entre Hamilton et Leclerc, ou les Mercedes versus les Ferrari, mais il s'est passé énormément de choses, et il y a beaucoup de dépassements dans ce peloton, en fait, où ils sont restés assez compacts jusqu'à la dernière partie de la course. Après ça, on a le troisième peloton, la queue de peloton, avec les teams qui sont clairement le plus en galère, où on va retrouver malheureusement Williams, Aston Martin et Cadillac. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, je pense qu'il y a du bon et du moins bon sur cette attaque de saison 2026 de Formule 1. Je suis aussi inquiète que vous sur cet aspect artificiel de certains dépassements, sur ces images qui sont vraiment pas drôles à voir, des F1 qui ralentissent en bout de ligne droite. Ça me fait beaucoup de peine de voir des teams comme Williams ou Aston Martin qui semblaient être quand même sur la bonne voie dans la saison 2025, qui d'un seul coup se trouvent rétrogradés en fond de grille. C'est des choses comme ça qui me font de la peine et qui m'inquiètent. Malgré tout, je reste optimiste, d'abord parce que c'est ma nature, mais aussi parce que je vois des choses qui vont dans la bonne direction, et si on reprend la philosophie dans laquelle la F1 a voulu développer cette nouvelle réglementation, on voit que les F1 peuvent se battre en peloton de façon beaucoup plus acharnée, qu'on a du spectacle et qu'on a des choses qui se passent, que cette nouvelle aérodynamique active, ça fonctionne, et que finalement, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le développement de cette nouvelle motorisation. Et c'était, je pense, un des plus grands challenges de cette nouvelle réglementation. Et là, j'ai envie de dire, faisons un petit peu confiance aux ingénieurs, aux équipes, aux pilotes pour développer ce système. En Formule 1, on retrouve les meilleurs éléments du monde pour ce qui concerne le sport automobile. Je parle pas seulement des pilotes, je parle des ingénieurs en aérodynamique, en motorisation, je parle des gens qui travaillent à l'usine et qui développent ces voitures. On a vraiment la crème de la crème. J'ai envie d'être optimiste et de penser qu'ils vont réussir à développer des Formule 1 qui vont être excitantes de A à Z et qu'il faut peut-être juste leur laisser un peu de temps. Si vous avez regardé comme moi de façon vraiment attentive les 2 premiers Grands Prix de la saison, il y a déjà une amélioration, et ça je pense qu'elle vient des pilotes qui ont déjà commencé à s'adapter à ce nouveau style de pilotage, mais je suis certaine que la technologie va aussi rattraper les pilotes et leur permettre d'avoir des voitures plus naturelles à piloter, mais qui malgré tout garderont cette capacité à se battre en peloton beaucoup plus intense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite analyse vous fera plaisir. Une fois de plus, ce n'est que mon avis. Si vous voulez me partager le vôtre, laissez-moi un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le genre de choses qui m'encourage à faire plus de vidéos par la suite. Donc j'attends vos retours avec impatience. Merci et à très vite!